L'heure 6, vous le savez, mesdames, messieurs, c'est tous les lundis et jeudis sur Radio Cotonou. On se retrouve sur ce jeudi encore, plusieurs sujets au menu. Nous parlerons du conseiller constatataire qui récemment a apporté son soutien aux démocrates, l'appel à la responsabilité collective du ministre conseiller Jacques Ayadji suite à une rencontre avec les acteurs du secteur de transport suite aux accidents répétés sur nos routes et bien d'autres sujets encore. À nouveau, bonsoir et bienvenue. Brisbane, Aïtchédi. En studio, Distel Amoussou, Arimi Choubadi, qu'on ne présente plus. Hein? Distel, bonsoir. Arimi, bonsoir. Bonsoir, Brisbane, Aïtchédi. Bonsoir, mes auditeurs. Oui, bonsoir, Brisbane. Bonsoir, les auditeurs. Bonsoir aux amis techniciens. Merci de nous renouveler votre disponibilité sur cette émission. Nous allons d'entrée dire un mot sur le président de la 7e mandature du Conseil économique et social qui est connu. Il a donc Conrad Gbagidi. C'est donc parti pour une nouvelle mandature du Conseil économique et social. Les membres sont installés sous une nouvelle ère constitutionnelle. Il est à rappeler que c'est la révision de la Constitution intervenue le 1er novembre 2019 qui aura permis plus tard, bien sûr, notamment le 17 juillet 2024, d'adopter une nouvelle loi organique du Conseil économique et social. Larimi Choubadi. Comment voyez-vous à l'arrivée le bureau obtenu de ce conseil reloqué? Enfin, d'abord, le président, c'est un inconnu pour moi. Un inconnu? Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de qualité. Je le découvre comme beaucoup de Béninois. J'espère que... Un inconnu Non, je ne sais pas si je vais me répéter. Personnellement, je ne le connais pas. Okay. Néanmoins, je ne lui dénie pas des qualités qui ont certainement milité à sa désignation. Je constate tout simplement que le président Talon, qui au début inscrivait le Conseil économique et social dans les institutions budgétivores, qu'il faut que les réformes devaient emporter, finalement, le Conseil économique n'a pas été emporté. Au contraire, il a été renforcé. J'ai cru comprendre qu'il y a désormais plus de membres. Et on a même décentralisé, si on veut, puisqu'il y a des antennes départementales. Il y a une sorte de structure nationale et c'est un dénouement. C'est-à-dire que c'est devenu encore plus complexe et certainement plus budgétivore. Pour quel résultat? Déjà que le Conseil économique et social n'avait pas une activité assez connue des Béninois. C'est l'institution la plus muette de la République, qui n'a pas de relationnel avec le public en tant que tel, qui ne fait que des conseils aux institutions. Bon, franchement, je ne sais pas ce qui a changé. Je vois juste que les individus ont changé. On a voulu faire un peu de cosmétique à travers la jeunesse relative du président, alors qu'on sait très bien que c'est une institution, enfin les membres qui étaient désignés pour la plupart des anciens recalés des autres institutions, ou bien recalés des élections, qui ont fait traîner comment on appelle-t-on? Enfin, vous avez de vieux dinosaures de la politique béninoise. Le président élu pourra imprimer sa touche de jeunesse, non? J'en sais rien. C'est une institution qui fonctionne dans le grand secret. D'accord. Vous savez. Distel Amoussou? À la vérité, je fais partie de ceux qui ont travaillé pour la dissolution de cette institution. Et je ne perçois pas sa valeur ajoutée dans le fonctionnement de l'ensemble des institutions dans notre pays. J'ai eu dit que c'est des conseillers spéciaux, entre griffes, et que leur délibération se transforme en conseil au chef de l'État. Et lorsque je sais que le chef de l'État a des conseillers techniques sur divers pans de notre société, de l'évolution de notre État, et lorsque j'ai regardé un peu l'arrivée des ministres conseillers, qui entre autres jouent l'interface entre les populations et le gouvernement, j'en reste à me demander en réalité quel est le rôle effectif que joue cette institution, le Conseil économique et social,
Et donc, je reste sur ma faim. Vous pensez que Je reste en attente de ce que la réforme, n'est-ce pas, et qui est passée entre-temps par là, puisse produire ses résultats. Parce que l'institution a été déconcentrée, n'est-ce pas, décomprimée, et pour se retrouver au niveau des communes, je crois, désormais. Oui. Alors donc, nous allons attendre les résultats pour, à l'aune de ces résultats-là, apprécier. Sinon... Pensez-vous que Conrad Ouaguidi pourra faire le job, pourra démontrer véritablement qu'on a eu des raisons de relooker le CES? C'est peut-être sa mission. C'est peut-être pour implémenter le contenu non perceptible, non connu du grand public de la réforme. Peut-être qu'on va utiliser son capital ressources au niveau de sa vie dans les milieux financiers et économiques. Peut-être qu'on va utiliser sa jeunesse, sa fougue, sa détermination pour produire, n'est-ce pas, les réformes, enfin les résultats à escompter de ces réformes-là. Donc moi je suis en attente. Le président, je ne le connais pas, outre mesure, je ne le connais vraiment pas. C'est hier, j'ai entendu son nom, j'ai checké un peu, j'ai regardé son profil, je ne trouve encore rien de dérangeant. Et donc, il est attendu avec son bureau de gérontocrate, parce que... Gérontocrate. Oui, bon. L'ancien président, enfin l'un des anciens présidents de la Cour constitutionnelle s'est retrouvé dans ce bureau. Et ça gêne à rien, non? Le patriarche Golou s'est retrouvé dans ce bureau. Vous savez, un ami me disait lorsqu'on les désignait, sans préjuger de ce qu'il serait possible qu'il se retrouve au bureau, on me demandait, écoutez, votre parti, le BN, n'a pas trouvé une autre personne que d'envoyer le patriarche Zoom à ce niveau-là. Et Golou, donc voyez-vous, écoutez, bon, espérons qu'il puisse apporter un peu. Pensez que c'est une gratification des vieux briscards? Je ne juge pas, je ne veux pas juger, je ne veux pas prêter des intentions. J'attends d'être convaincu de la valeur ajoutée que la réforme va produire au niveau du fonctionnement de l'ensemble des institutions de la République. Raymond Chobadé, vous pensez que le nouveau président pourra véritablement agir pour donner raison à ceux qui ont engagé ces réformes sur le CES? Je ne sais pas quelle est sa part dans la réforme. Si le fonctionnement ne devait tenir qu'à lui, je crois qu'on n'aurait pas nommé les autres. On aurait désigné lui seul pour faire ce que vous dites là. Sinon, c'est une institution, c'est la Constitution qui lui impose de ne faire que des rapports confidentiels aux décideurs. Donc ils n'ont pas de relationnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le public. Donc il n'y a pas, nous n'avons presque jamais de la matière pour apprécier leur travail. On pensait qu'il y aurait vraiment réforme, mais je ne sais pas ce que c'est cette histoire de réforme. Il n'y a pas eu réforme selon vous? Je ne comprends pas, je ne sais pas. Vous attendez à quelle réforme, vous? Non. La réforme qui a été annoncée, c'est sa suppression. Au début, quand on a commencé, le chef d'État était venu au pouvoir, il disait qu'il y avait trop d'institutions budgétivores et tout le monde pensait au Conseil économique et social. On s'est dit, même quand on a mis en place la première commission de l'étude de la loi fondamentale, on pensait que oui, le médiateur va disparaître, le Conseil économique et social va disparaître. Bon, on était un peu dubitatif sur l'avenir de la HAC, mais finalement, toutes ces institutions sont restées, ils se sont même renforcés. On a même créé, des agences partout, des trucs partout. Et voilà. Finalement, je ne sais plus. Les réformes ont annoncé la diminution du train de l'État, mais finalement, on a eu une avalanche de structures budgétivores. Et bon, donc je ne sais pas si c'était de nous faire saigner davantage qu'on a fait la réforme ou si c'était véritablement d'orienter désormais les ressources publiques à d'autres fins.
Deuxième sujet maintenant, on parle de la rencontre entre le président Patrice Talon et les membres du comité de pilotage de l'audit du fichier et de la liste électorale informatisée qui a lieu en début de semaine. Une réunion pour faire le point sur les conditions et les garanties nécessaires afin d'assurer la transparence et l'impartialité du processus électoral. C'était également l'occasion pour le chef de l'État de formuler des recommandations à l'équipe chargée de l'audit du fichier électoral. Suivant à l'occasion Patrice Talon, il est suivi du président du comité de pilotage, Jean-Baptiste Elias. Membre de la commission, c'est vraiment avec plaisir et intérêt, enthousiasme que je vous reçois ce matin. À ma demande, je souhaitais vous rencontrer pour vous dire que j'adhère à l'audit, que j'adhère à son objectif et que personne ne m'a forcé la main. Vous me connaissez, si je ne trouve pas d'intérêt à cela, je ne voudrais pas adhérer à ça. Et ça ne se fera pas. Non. Merci. Donc j'adhère sincèrement. Et ce n'est pas non plus pour des raisons politiques ni électoralistes que on va utiliser les ressources du pays pour des fantaisies. Donc c'est sérieux. C'est sérieux pour deux raisons. Est-ce que notre outil qui permet de consulter nos concitoyens à l'occasion des échéances politiques, est-ce que l'outil est fiable? Rien n'est parfait dans ce monde. Que ce soit dans un pays sous-développé ou dans un pays développé, rien n'est parfait. Mais est-ce que l'outil a été mis en place de bonne foi? Est-ce qu'il n'y a pas de biais qui ont été introduits de mauvaise foi? C'est donc autant de raisons qui justifient que nous ayons le courage à un moment de faire un stop et d'examiner nos outils que nous utilisons pour la vie en communauté. En général, toute fin de mission génère un regain de vertu, un regain d'engagement au service du bien de manière absolue. Quand on est en début de vie ou de mandat, de mission qu'on sort, on fait les choses avec tellement de fougue que parfois on ne prend pas le temps de dire est-ce que vraiment ce que je fais c'est ce qui est attendu de tous. Et quand on est à la fin, on a cette préoccupation-là, à bon entendeur. Vous savez ce qui me préoccupe. Quand on est à la fin, on veut que les choses soient parfaites. Absolument. Et je voudrais vous dire combien cette démarche est à saluer en tant que société civile. Et vous savez que tout ce qui relève de notre intérêt commun, moi, je suis toujours enthousiaste pour les mettre en œuvre. Donc, vous pouvez compter sur mon enthousiasme. Il s'agit d'un travail technique. Ça, là, je le répète tout le temps. Je l'ai répété sur tous les toits. Travail technique et scientifique qui n'a rien à voir avec des connotations politiques. Pourquoi? Pour la petite comparaison. Comparaison n'est pas raison, monsieur le président de la République. La voie qui est derrière nous, là, c'est là. La marina que vous avez très bien embellie, là. On a fait un appel d'offres pour prendre une entreprise qui va réaliser l'ouvrage. Toujours pour cet ouvrage-là, on a fait un appel d'offres pour prendre une entreprise qui va assurer le suivi et le contrôle de l'ouvrage. Et toujours pour cet ouvrage-là, on a pris encore une autre structure qui va assurer l'audit de l'ouvrage. Je ne ferai jamais rien qui puisse aller dans le sens contraire de la nation. Jamais. Voilà, Jean-Baptiste Elias à l'instant précédé du président Patrice Talon. On va s'attarder sur les propos du chef de l'État, Dissel Amoussou, le chef de l'État qui a dit... Encore moi le chef de l'État qui a dit son enthousiasme, il adhère au projet, c'est d'intérêt, c'est sérieux. Voilà. Comment l'appréciez-vous, ces propos-là? Non, le chef de l'État a exprimé son attachement à ce que tout se fasse dans la transparence. Et c'est pour cela que le budget qu'ils ont présenté n'a même pas été arbitré. Alors qu'on sait que normalement, même par rapport au ministère que compose le gouvernement, aux autres institutions, n'est-ce pas, les techniciens du ministère des Finances font l'arbitrage. Mais ici, c'est les 100% qu'on leur a attribués. Et donc, il leur reste... Peut-être que l'arbitrage a donné 100% à l'arrivée. Non. Je confirme que c'est les 100% qu'ils ont eu. De ce qu'ils ont demandé, exactement. Ni un franc en plus, ni un franc en moins. Et donc, il reste et qu'ils se mettent à la tâche et qu'ils se convainquent eux-mêmes. Parce que nous, au niveau de la mouvance, ne sommes pas en difficulté par rapport à l'outil. Nous n'avons pas des appréhensions par rapport à l'outil. C'est l'opposition qui a des appréhensions et qui a associé la société civile
à ce qu'ils appellent le travail technique. Écoutez, ils ont les ressources, les instructions ont été données. Le chef de l'État a posé des préoccupations, des interrogations qui pourraient penser à des appréhensions, non? Est-ce que l'outil est fiable? Est-ce que c'est autant de préoccupations qui pourraient justifier cet exercice-là, non? Je doute que vous ayez bien écouté le chef de l'État. On l'a suivi, nous deux. Vous l'avez suivi, mais vous ne l'avez pas entendu, vous ne l'avez pas écouté. D'abord. Lui n'a pas d'appréhension. Il a été clair. Non, je demande si les préoccupations, les questions posées là, ce qu'il vient de dire ne suppose pas que lui-même a des appréhensions. C'est une question que je vous pose, dit-elle. Patrice Talon n'a pas d'appréhension. Allez-y, maintenant. Nous avons, nous, au niveau de la mouvance, le chef de l'État a compris, nous avons la certitude qu'à la fin, écoutez, les partis politiques de la mouvance, de l'opposition vont certifier l'outil conforme à la norme et au standard. Nous avons cette assurance-là. Sans fioriture. C'est-à-dire, il y a l'ombre d'aucun doute. D'accord. Voyez-vous, c'est pour ça que les instructions ont été données pour que toutes les portes leur soient ouvertes. En fait, dans cet exercice-là, c'est pour les aider à se convaincre eux-mêmes. Voyez-vous, nous, on n'a pas de difficulté par rapport à ça. Nous sommes sur d'autres chantiers. Voyez-vous. Ça suppose que l'opposition pense que la mouvance pense que l'exercice n'est pas d'intérêt, mais le chef de la mouvance, pour lui, c'est d'intérêt. Combien de fois on va faire l'exercice de dissocier à votre connaissance, à votre compréhension que le chef de l'État a une institution et que les partis soutiens qui l'accompagnent, n'est-ce pas, ne sont pas des institutions. D'accord, on vous aura compris. Ouais, et donc, écoutez, ils n'ont qu'à faire l'exercice. Vous avez observé que les partis de la mouvance ne s'embarrassent pas d'intérêt à participer à cette opération. Donc, c'est eux qui veulent voir clair dans la marmite. Donc, vous le dites qu'avec l'enthousiasme, l'intérêt du chef de l'État, les chaises de la mouvance au niveau du comité de pilotage resteront vides. À ce jour, est-ce que vous avez vu ces chaises-là occupées? Ok. Ça n'est pas notre préoccupation. Nous sommes focus sur d'autres choses. Rémi Choubadé, les propos du chef de l'État, vous l'aviez entendu, hein, très enthousiaste. Il adhère au projet. C'est un projet d'intérêt. C'est sérieux. Vous l'avez suivi, Patrice Talon? Oui, j'ai suivi comme tout le monde. Bon, vous savez, moi, je ne représente pas un groupe ici. Je parle à mon nom, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Je parle en tant que citoyen tout court. Voilà. Apprécié en tant que citoyen. Je ne comprends même pas. Moi, je n'ai jamais eu comme préoccupation l'audit des fichiers. Tout le monde connaît les problèmes du Bénin. C'est pas le fichier qui a provoqué les dizaines de morts depuis 2019 aux élections. Si on veut régler ce problème... C'est quoi? Oui, si on veut régler, oui. Oui, écoutez, ce qui a été à l'origine des problèmes, c'est parce que c'est seulement en 2019 les partis du chef de l'État, les deux partis qu'il a créés, qui ont participé aux législatives. C'est le déclenchement de... Et ça n'a rien à voir avec le fichier. Est-ce qu'on veut arrêter les violences? Ou bien on veut juste... oui, c'est vrai, c'est une préoccupation technique. Vous voulez-vous qu'on actionne quel levier pour que... Oui, mais je dis, il faut que les acteurs politiques identifient les causes du problème. Mais on ne peut pas me dire que c'est à cause du fichier électoral qu'on a tué des gens en 2019, en 2021, et qu'on a voté loi d'amnistie pour les protéger, pour protéger ceux qui les ont tués. Alors, ceux qui sont partis en exil, ceux qu'on a emprisonnés, ce n'est pas une question de fichier. Je ne dis pas que auditer le fichier n'est pas une activité sérieuse. Hein, et comme l'a dit Jean-Baptiste Elias, c'est un truc purement technique qui ne rentre pas en ligne de compte. Est-ce que ce n'est pas déjà un pas pour souhaiter par la suite qu'on puisse transposer cette ouverture du chef de l'État sur d'autres fronts? Oui, c'est vrai qu'en 2019, il ne devait même pas avoir de problème, parce qu'il n'y avait pas un problème d'audit du fichier. Il y avait le COS et l'EPI qui siégeait régulièrement jusqu'en 2019, et qui était déjà l'instrument. Il y avait je crois le CNT, le Centre national de traitement, qui était déjà en place et qui surveillait l'évolution de ce fichier-là. C'est quand on a supprimé ces structures-là que peut-être les opposants ont des appréhensions pour se demander si ça n'a pas été tripartite. Mais je vous le dis, ce ne sont pas les audits, ce n'est pas le fichier qui est à l'origine
de la crise politique actuelle. Qu'on se penche sur ça ou pas. On devra se pencher sur quoi, impérativement, selon vous? Oui, je vous dis, on a exclu les gens. On a créé le parrainage. On a créé le certificat. Vous voulez qu'on se consacre au code électoral? C'est sur ça qu'on a des problèmes. C'est pas sur le fichier. Mais je demande si c'est pas déjà un pas qui t'a souhaité cette ouverture sur d'autres fronts comme le code électoral, sur les sujets qui fâchent. Ce pas n'a jamais été un problème, justement. C'est pas un pas, c'est pas du tout du pas. Il n'y a pas de pas du tout. Hein, le fichier, l'audit. D'abord, ceux qui veulent l'auditer, c'est pas eux qui vont utiliser le fichier. Ah, on va l'auditer, on va remettre l'outil entre les mains d'institutions qui sont déjà déséquilibrées parce que entièrement contrôlées, encore une fois, par le régime au pouvoir. Et donc, pour moi, la pertinence de ce combat, bon, c'est pas pour être rabat-joie ou décevoir ou décourager ceux qui y croient et qui sont déjà vent debout, qui veulent voir réaliser cet audit-là. On leur souhaite tout simplement bon vent et qu'on améliore le volet technique du fichier. Mais pour le reste, je ne sais pas ce que cela va régler comme problème. Alors, le chef de l'État qui parle de vertu en fin de mandat, toute fin de mission génère un regain de vertu. C'est vrai qu'il dit, hein, je reprends ces mots, quand on est en début de mandat, en début de mission, tout ça, on fait les choses avec beaucoup de fougue, mais en fin de mission, enfin, on y ajoute de la vertu. Oui, il a parlé. Il a parlé. On lui concède ses paroles. Ce sont ses mots. Hein? Est-ce qu'il se reproche quelque chose? Oui, beaucoup de choses, je suis sûr, parce qu'il est venu avec la promesse d'un mandat unique. Il a fini le mandat unique, il a fait 45 jours de bonus sans élection, puis il est dans le deuxième mandat de 5 ans. Non, c'est inscrit dans la Constitution. Pourquoi dites-vous qu'il a fait 45 jours? Non, mais Patrice Talon n'est pas la Constitution béninoise. Il a dit qu'il a fait une exigence morale. Nous parlons de morale, on ne parle pas de constitution. On va se consacrer aux propos. Vous avez l'impression qu'il se reproche des choses aujourd'hui. Mais si vous parlez de reproche... Mais qu'il veut faire les choses bien maintenant. Si vous parlez de reproche aujourd'hui, c'est que vous voulez parler de ce qui s'est passé avant aujourd'hui. Hein? Maintenant, si aujourd'hui, il est devenu philosophe et qu'il fait de belles phrases, de belles analyses, on le concède. Vous l'avez trouvé beau, ces phrases? Enfin... Oui, mais je ne suis pas dans la contestation de sa vérité à lui. Et vous a séduit par ces propos-là, puisque vous parlez de belles phrases. Je ne vais pas le prendre en mariage, s'il vous plaît. Distel Amoussou. Allez, merci. Heureusement d'ailleurs. Patrice Talon, le chef de l'État, se reproche-t-il quelque chose quand il parle de fin de mandat qui génère un regain de vertu en début de mandat, en début de mission? On a l'impression de faire des choses avec beaucoup de fougue, mais on s'arrête à un moment donné pour se demander, pour faire les choses de façon catholique. Je ne sais pas où est-ce que vous allez trouver cette histoire. Vous l'avez suivi, non? Vous l'avez suivi, non? Oui, mais il n'a pas parlé de reproche. Je vous demande, est-ce qu'il se reproche peut-être quelque chose? Écoutez, moi, je ne peux pas opiner sur des peut-être. Je vais vous avez suivi le chef de l'État. Mais Patrice Média veut peut-être vous faire replay, hein, vous voulez? Si vous voulez. Patrice Média. On va suivre le président Patrice Talon à nouveau, hein, si tout va bien. Est-ce que vraiment, ce que je fais, c'est ce qui est attendu de tous? Mais quand on est à la fin, on a cette préoccupation-là, à bon entendeur. Vous savez ce qui me préoccupe. Quand on est à la fin, on veut que les choses soient parfaites. Absolument. Et je voudrais vous dire combien cette démarche est à saluer. Voilà, quand on est à la fin, on veut que les choses soient parfaites. Il est conscient qu'au début, ce n'était pas, 100% parfait peut-être. C'est ce que je vous demande. Brice Bilaïti. Le sujet le plus important, le message le plus important caché dans ce discours-là, dans cet extrait et ailleurs, ça n'est pas une question... C'est où? Le message est où? Expliquez-nous le message. Moi, je voudrais comprendre. Je cite. Les auditeurs également. Je cite. Quand on est à la fin, à bon entendeur, salut, on fait les choses autrement. Quand on est à la fin, à bon entendeur, salut. Le message le plus important est là. Ce message-là vient désarticuler toutes les agitations, les suspicions qui parlaient de troisième mandat ou de deuxième mandat de nouvelle république. C'est la lecture que vous en faites. Mais c'est cela. Donc il ne regrette rien. Quand on est à la fin... Le chef d'État ne regrette rien. S'il vous plaît, quand on est à la fin,
à bon entendeur, salut, on fait les choses autrement. D'accord. Voyez-vous, maintenant, le chef de l'État a toujours dit qu'il est un être humain. Et que toutes ses actions sont perfectibles. Qui peut lui arriver de se tromper de lecture, de fenêtre de regard. Et c'est en cela qu'il accompagne solidement ceux qui veulent auditer l'outil. Voyez-vous, pour dire, si vous parvenez à me ressortir des couacs, des glissements tendancieux, enfin tendancieux, si vous voulez, un glissement dans l'outil, si vous observez des virus introduits de mauvaise foi, je vais corriger tout ceci. Ça n'est pas un regret, c'est plutôt la recherche d'assurance au niveau de toute la classe politique. Le chef de l'État est dans la posture d'assurer, de rassurer. Mais il a dit en début de mission, en début de mandat, on fait les choses avec beaucoup de fougue. L'image qu'il présente est celle-ci. Si vous voulez une lecture scénique ou caricaturale de sa phrase. Lorsque vous allez, nos bonnes dames vont marcher et que le marché doit fermer à 20h, vous allez observer qu'à partir de 18h30, elle commence par ranger les choses méthodiquement, de façon structurée, pour les sécuriser pour le lendemain. Mais quand elle vient au marché, elle ne les dispose pas de façon désordonnée, non? S'il vous plaît, elle les dispose à la vue. Elles vont à la conquête de l'affluence marchande. Voyez-vous, mais le soir, on range tout méthodiquement, on couvre, on sécurise. Alors, c'est cette image-là. Le président Patrice Talon est en fin de mandat. Voyez-vous, il veut se rassurer que pan par pan, il n'y a pas de dernière touche à mettre. Il n'y a pas de tour de vis à faire pour resserrer les choses. Il veut faire les choses bien. C'est humain. Comme si avant, ce n'était pas bien. Il a parlé de fougue. Oui. Il a parlé de détermination. Lorsqu'un jeune homme est nommé à un poste, je parie que les premiers jours que vous avez été coopté à Radio Cotonou, la première émission, regardez avec quelle énergie, quelle détermination, quelle envie de tout donner pour plaire, satisfaire les auditeurs et ceux qui vous ont fait confiance. Vous m'avez suivi la première fois, moi je n'ai pas fait ça. Voyez-vous, c'est humain. Sinon vous n'êtes pas un homme. Sinon vous n'êtes pas un homme. Et si demain là, on vous nomme là tout de suite chef programme ou rédacteur en chef, c'est avec la même fougue, l'envie de faire mieux que ce qui existait, l'envie d'implémenter votre touche, n'est-ce pas, à votre règne, à votre passage à ce poste-là, que vous l'envie de faire les choses avec mais lorsqu'on commence, évidemment que oui. Évidemment que oui. Évidemment que oui. Et c'est cela que le président Patrice Talon dit qu'on regarde lorsqu'on est à la fin de son mandat. Alors, dites-moi, une dernière question, on va y aller rapidement, Distel. Est-ce que cette ouverture donnée du chef de l'État sur l'audit du fichier électoral, on peut l'attendre sur d'autres fronts, sur les sujets qui fâchent, comme le code électoral, par exemple, Arimi l'a évoqué? Certainement que si la classe politique de l'opposition avait associé la société civile à tout faire pour aller au 100%, n'est-ce pas, de la couverture des cantines scolaires, le chef de l'État aurait regardé de ce côté. Certainement que si la classe politique de l'opposition avait associé la société civile à l'augmentation, n'est-ce pas, du nombre d'écoles, de salles de classe. Vous voulez dire qu'ils ne parlent que des choses qui les engagent? Ils ont parlé de ce qui leur tenait à cœur à ce moment précis. Donc il n'y a pas d'ouverture sur le front du code électoral. J'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure que ce n'était pas pour lui le plus urgent, le plus important. Donc, pour lui, le serpent est ailleurs et nos amis sont allés taper dans le feuillage. Alors, mais ce sont nos amis qui décident de ce qui leur importe
qui leur tient à cœur pour leur. Et on a observé que ce n'est pas la vie sociale des Béninois qui leur importe, qui les intéresse. Ça n'est pas les questions de santé du plateau technique qui les intéresse, mais ce qui les intéresse plutôt pour le moment et pour lequel ils sont allés demander de l'argent et ont obtenu, c'est, n'est-ce pas, le fichier électoral, l'outil électoral, donc voilà quoi. Mais l'argent n'est pas à eux. Arémi Chobalé, est-ce que cette ouverture du chef de l'État, là, on pourra l'attendre? Ils ont des primes. Sur d'autres fronts. Ils ont des primes. Est-ce qu'on pourra l'attendre sur d'autres fronts? Je dis, ils ont des primes. Donc l'argent est à eux aussi. C'est un travail intellectuel. Oui, qui se paye. Même si c'est assez. Donc l'argent, une partie de l'argent va entrer dans leur poche. D'accord. Arémi Chobalé, vous avez la parole. Oui. Est-ce qu'on peut souhaiter cette ouverture sur d'autres fronts, comme le code électoral, comme beaucoup de sujets qui fâchent Vous savez, chez Moyenne Constance, le bilan du régime de la rupture se limite aux morts, aux prisonniers politiques. Non, répondez-moi s'il vous plaît. S'il vous plaît. Notre seul ennemi dans ce studio, c'est le temps. Non, je vous en prie. Vous avez vos préoccupations. J'ai les miens. Allez-y. Voilà. Je sais même pas. C'est vous qui nous faites perdre du temps. Allez-y maintenant. Je l'ai déjà fini. Mais continuez, Arémi Chobalé. Je vous dis le bilan. Le bilan. C'est ça. Comment faire pour que nos compatriotes ne meurent plus pour des questions électorales? Comment faire? C'est pas pour les cantines. Comment faire? Est-ce que les gens meurent pour les cantines? Comment faire maintenant? Déjà, nous payons nos impôts pour que le chef d'État s'occupe des cantines, de la santé, du social. Si on n'est pas d'accord, on allait se rebeller, prendre les armes et ne plus payer les impôts. Mais c'est parce qu'on est d'accord qu'on paye les impôts. C'est juste un exemple d'Estelle Adoré. Non, c'est pas. Il voudrait dire que l'opposition se préoccupe plus des sujets qui l'intéressent. Je vous en prie. C'est pour ça que je vous dis, ce qui est important, c'est. On n'a jamais comment faire pour peut-être peu entendu l'opposition sur le chantier de la vie chère. Non, mais c'est ça. Proposer des solutions sur. Et on dit que ici, pour les élections, les gens meurent. Vous parlez de vie chère. Je ne comprends pas. D'accord. On dit que les gens fuient le pays. C'est beaucoup plus sérieux. On dit que les gens fuient le pays. Vous voulez parler de vie chère? D'accord. Vous souhaitez cette ouverture du chef de l'État sur d'autres fronts? Non, c'est pas affaire d'ouverture. Nous devons cesser de devenir, comment appelle-t-on, les bourreaux pour nos compatriotes. Il ne faudrait pas que sur le sol béninois, des Béninois soient obligés de tirer sur d'autres Béninois. Apparemment, ça ne vous dit rien. Mais moi, je vais le répéter toutes les fois que l'occasion m'est permise de le dire. Je ne manquerai pas de dire. Parce qu'on fait de la politique pour les Béninois. Pas pour les infrastructures, pas pour les mesures sociales. Mais le chef de l'État a maintenu, il fait les choses bien maintenant. Mais, vous savez, avec beaucoup de vertus. Vous savez, le chef d'État lui-même dit que rien n'est pas fait. Pourtant, c'est de ça qu'on a entendu que la faute, le pardon est une faute. Alors, s'il n'y a pas s'il ne faut pas faire les choses et que les erreurs sont permises, ça veut dire que le pardon aussi doit être permis. Mais lui dit que le pardon... Vous ne le croyez pas? Non, si vous voulez qu'on parle du chef de l'État, de ses propos, on ne va pas finir l'émission. Mais on est obligé de finir. Hein. On a fini sur le sujet. Et quand vous parlez du chef de l'État, moi je vous ramène à la réalité. Mais puisque vous ne voulez pas entendre la réalité, c'est bon. Et que vous voulez rester dans les propos du chef de l'État, c'est bon. Et je vous dis... Je vous ai compris, les auditeurs également. Non, ce qu'on va faire, on va rejouer les propos du chef de l'État, rejouer également jusqu'à la fin de l'émission. Et bon, comme ça, chacun serait déjà satisfait. Non. Mais si vous voulez qu'on ramène les choses à la réalité, laissez-nous exprimer. Non, on vous a compris. Le chef d'État, vous l'avez déjà écouté 2 fois. Et vous venez encore vous dire, restons sur le propos du chef d'État. Restons, on va jouer encore. On va rejouer jusqu'à la fin de l'émission. Patrice Bédia. Arémi Chobalé, merci. Un autre sujet, on va prendre juste une pause pour souffler. Actu et débat. Un conseiller frondeur à la mouvance au bloc républicain, plus précisément, on pourrait répondre à l'affirmative, avec les injustices récemment dénoncées à l'encontre des partis de l'opposition, notamment les démocrates, par un conseiller bloc républicain. Le dernier rejet d'une réunion des démocrates a suscité de nombreuses réactions, parmi lesquelles l'intervention de membres de la mouvance présidentielle. Face à ces violations des libertés, le conseiller BR a dénoncé, bien sûr, le caractère arbitraire de ces refus et apporter son soutien total au respect des droits fondamentaux et à la démocratie. Audacieux, n'est-ce pas, Rémi? Je reste avec vous.
Vous avez suivi le conseiller? Oui, je l'ai suivi. Je l'ai même suivi après, quand il a annoncé qu'il a quelques déboires avec... non, d'abord, il n'a pas démissionné du BR. Il a proclamé son appartenance au BR. Mais il s'est étonné que la police se comporte comme des services, des supplétifs du BR, de l'UPR, pour empêcher les rencontres des démocrates. On revient au classique de la République, c'est-à-dire que la police ne saurait être au service d'un camp politique pour empêcher même des réunions. À la bout du travail, quand on annonce que des travailleurs veulent se réunir, voilà, le préfet ou le commissaire peut décider d'envoyer des policiers pour empêcher ce genre de réunions. Voilà, c'est contre ces abus qui s'insurgent sans renier son appartenance politique au BR. Donc pour moi, il doit être nombreux à ne pas se sentir très bien dans leur peau en suivant cette actualité-là. Au sein de la mouvance? Oui, partout, même au sein de la police. Bon, lui, il a décidé de s'exprimer et de rassurer les démocrates pour leur montrer qu'en réalité, ils sont les mêmes. Et que ce qui se passe aujourd'hui pourrait se retourner demain contre eux-mêmes. Et donc, en faisant ce qu'il fait, il est en train de se battre pour lui-même. Parce qu'il se dit, il se pourrait que le pouvoir change de camp et que ce soit les autres qui soient pourraient que lui, BR, pourrait se voir interdit l'accès à des lieux de manifestation demain. Donc, pour notre vivre ensemble, c'est une lutte que chacun devrait... Je vous parle toujours du bilan humain. On fait la politique, on a installé la démocratie pour que nous soyons plus à l'aise dans notre pays. Pas pour que, on se taise devant les abus et qu'on se contente seulement de nous rappeler que le chef d'État dit, mais le gouvernement a fait. Non. C'est nous tous qui faisons, c'est nous tous qui disons, chacun doit dire, en ce qui lui concerne, oui, il y a un problème de formation, d'accord, mais il y a un socle dans la tolérance et la paix que tout le monde doit respecter. Et c'est ça que ce conseil-là, moi j'ai entendu de sa part, qui je crois, qui se bat pour lui-même d'abord, pour dire, écoutez, il a même dit, ne venez pas après nous rendre l'appareil parce que aujourd'hui vous êtes martyrisés, vous êtes matraqués, et vous l'avez entendu dire, vous avez bien fait de rester calme et d'obéir. Parce que ça doit déshonorer que les policiers veuillent déguerpir des manifestants, enfin, des militants, et que ça dégénère. Je vous ai dit, nous sommes déjà des dizaines de morts dans le pays. Quelle réflexion ça vous suggère, ce comportement? Comme vous n'aimez pas l'entendre. Cette contestation du conseiller BR. Ah oui, je ne sais pas si je vais me répéter. Il a dit ce que chacun devrait dire. Tout bas. Même les policiers ne devraient pas obéir à ces gens d'ordre. D'aller disperser des gens qui sont en réunion. Pas qui sont en train de manifester sur la voie publique. En réunion dans un espace, bien, parfois des espaces privés, où on ne devait pas avoir de problème. Et d'ailleurs, même s'il y a un problème, on connaît les organisateurs. Si vous organisez une manifestation, une réunion qui dégénère, c'est l'organisateur qui est responsable devant la loi. D'accord. Et qui devait en répondre. Je sais que les auditeurs et les internautes qui nous suivent ont très envie d'écouter Distel Amoussou sur la question. Alors, le conseiller dont il s'agit brise-t-il les codes de la loyauté au sein du BR? Écoutez, vous me mettez devant un exercice difficile. Moi, je ne peux pas me permettre... Difficile, pourquoi? Je ne peux pas me permettre de juger les actes, les propos d'un élu de mon parti sur une chaîne de radio. Je suis militant d'un parti structuré, bien organisé. Il est responsable de ce parti-là. Il est responsable au sein de ce parti. Et donc, à date, je n'ai pas encore de directives, d'observation, n'est-ce pas, venant des structures dirigeantes de mon parti, le Bloc républicain. Et donc, souffrez que je ne puisse pas, n'est-ce pas, juger les propos d'un responsable de mon parti sur une chaîne de radio de cette façon-là. Surtout que je n'ai pas les tenants et les aboutissants. J'ai vu des trucs circuler sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas me baser sur cela et juger, apporter des jugements de valeur. Mais avant de juger, est-ce que vous pensez que ça pourrait briser les codes de la loyauté? Je me répète, je ne pense rien. Je ne pense rien. Le Bloc républicain a ses organisations internes, a ses tests.
moi, je ne pense rien. Je ne pense rien sur votre plateau. Écoutez, je ne peux pas faire cet exercice-là. Le conseiller dont il est question, c'est désormais un caillou dans les chaussures du BR? J'en sais rien. Vous n'en savez rien. Arémé Choubadi, qu'est-ce qui vous fait marrer, vous? non, je vois comment c'est difficile d'être militant d'un parti. Donc voilà, c'est ça qui me fait marrer. Difficile comment? Non, mon ami, je connais très bien depuis des années. Bon, maintenant, je me vois dans ces petits souliers parce qu'il est militant. Alors, ça, c'est du petit lait que il souffre à répondre, c'est ça? Voilà, il souffre à répondre. Ça me fait tellement marrer. Donc, je crois qu'il y a au moins quelque chose qui arrive à discipliner les gens dans la vie. C'est très important. Bon, enfin, moi, je suis émerveillé par sa sagesse, Voilà, c'est tout. C'est ça qui me fait mal. C'est tout. Sinon, il n'y a rien. Mais il a dit, son parti n'a pas réagi, pas de réaction. Pourtant, face à un comportement qui brise la discipline de groupe, on a vu ici le BR, l'UPR, monter au créneau pour condamner un militant, le démettre de ses fonctions. Mais ça a pris déjà plusieurs heures sans réponse, sans réaction. Non, on a vu des choses plus horribles. On a vu des militants insulter des personnalités politiques. On a vu ce que un ministre a dit de Adrien Ngouidi sur des plateaux. On n'a pas eu la réaction du parti. Donc, on a vu d'autres militants venir déblatérer sur des gens sur des plateaux. Peut-être que c'est pour les insultes, pour les injures, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour une action de veille citoyenne, on le sanctionne, c'est probable. Il a déjà parlé de menaces, sans être plus précis. Et donc, voilà. Donc vous savez, j'ai toujours dit que la classe politique manque de formation, de pédagogie, de déontologie. Ça part dans tous les sens. Chacun pense qu'il est né pour être politicien et que depuis la naissance qu'il a la capacité de diriger les choses, de pouvoir, même la prise de parole en public. C'est un exercice que les partis devaient discipliner. Vous pouvez être le plus beau locuteur, tout ce que vous voulez, et que le parti ne veut pas que vous le représentez ou que vous preniez sa parole publiquement. Je ne parle pas seulement des partis politiques, je parle de tous ceux qui passent. Même au niveau de la presse, ceux à qui nous ouvrons nos micros, nous l'ouvrons à tout le monde. Vous savez très bien que votre radio, actuellement, c'est des gens qui l'écoutent peut-être en famille ou avec des amis, et ils captent la radio, ils ne commencent pas à entendre des trucs terribles où des adultes viennent insulter d'autres, des personnalités de ce genre. Je crois que c'est de la violation de l'intimité des gens. Donc ça veut dire que c'est la responsabilité même des médias. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc la prise de parole, c'est un problème. Le message en lui-même, c'est un problème aujourd'hui. Est-ce que ce comportement du conseiller BR dont il s'agit n'est pas révélateur de malaise au sein de la mouvance? Non, lui, vous avez envie de parler? Non, il avait déjà refusé. Je sais pas pourquoi. Il s'est indigné. Non, il n'a pas refusé de parler. Il a laissé son parti opiner sur la question d'abord, peut-être. Non, il n'y a pas eu d'opinion. Le BR ne va pas opiner. Ça fait longtemps que... Vous êtes du BR? Non, je dis... Mais pourquoi vous dites que le BR ne va pas opiner? Ça fait longtemps qu'on disperse. On a même empêché les autres d'aller à des élections. On a empêché les partis d'aller aux élections législatives 2019. Ils étaient contents d'être tout seuls, de gagner tous les sièges. Ils sont contents aujourd'hui d'occuper presque tous les sièges de maire. Ils sont contents quand ça frappe les autres. Donc je suis sûr que ce conseil a dit, ça ne rentre pas en ligne de compte de ce que tous essaient de ruminer. Mais je vous dis, pour notre bien à tous, on ne devrait pas assister à ces genres de scènes où on vient disperser des manifestations, on vient empêcher un parti politique d'animer la vie publique. Et c'est pas que on a vu à Calavi, où dans un hôtel on est venu interdire une manifestation où des députés devaient prendre la parole. C'est déplorable. Est-ce que ces gens de conseillers, c'est ma dernière question, on en aura davantage sur le chemin de 2026? Tout dépend des actes de provocation qu'on aura encore sur le terrain. Si ça dégénère, mais écoutez, vous savez, les Béninois sont arrivés à un niveau où aujourd'hui on se demande qu'est-ce qui nous arrive.
Hein? On a atteint un niveau où on se disait que plus jamais cela ne devait arriver au pays. Mais depuis quelques années, ce n'est pas lié seulement à la rupture, c'est ça comment bien avant, où on essaye d'empêcher les gens de s'exprimer. C'est une pratique ancienne. On a même voté des lois pour interdire les attroupements non armés, on interdit des grèves. Le droit de grève est vraiment limité à quelque chose d'incompréhensible. Même aujourd'hui, les gens ne pensent même plus aller en grève. Alors donc, quand on met l'un dans l'autre, ça crée un climat de terreur, de malaise dans le pays. Voilà, il faut régler tout ça. C'est pas les mots, les paroles qui vont nous sortir d'affaires ou les slogans. Hein? Si c'est les slogans, on peut en avoir. Faut la dynamique continue. Voilà, on ne laisse pas. Enfin, et puis vous savez, quand on parle de polémique sur le troisième mandat, on a parlé de ça plusieurs fois ici. C'est la rupture elle-même qui organise ces effets d'annonce. Non, on ne va pas parler du troisième mandat. Non, ce n'est pas le sujet. Ça ne fait pas partie du sujet du jour. Vous me laissez m'exprimer et vous allez comprendre. Ça ne fait pas partie du sujet du jour. Vous allez comprendre. Apparemment, vous êtes bien content quand Distel Amoussou a perdu sa langue. Oui. Je peux m'exprimer ainsi. Arimé, on aborde maintenant la rencontre d'échange et de sensibilisation entre le ministre conseiller Jacques Kayadji et les acteurs du secteur des transports, rencontre à laquelle ont participé des cadres du ministère du cadre de vie et des transports, le préfet de l'Atlantique et directeur général de la police également. Elle vise essentiellement à diagnostiquer les causes des accidents récurrents sur les routes et à trouver des solutions pour inverser la tendance. Les participants ont unanimement salué la qualité des infrastructures routières réalisées ces dernières années ainsi que les mesures prises par le gouvernement pour améliorer le secteur. Plusieurs problèmes persistent, ont-ils martelé, notamment la vétusté du matériel roulant, la méconnaissance du code de la route, l'excès de vitesse, la non-professionnalisation des conducteurs et le chargement hors gabarit. Les acteurs ont également déploré les contrôles routiers répétitifs, des tarifs trop bas et la saisie des véhicules sans avertissement préalable. Distel Amoussou, cette rencontre de vérité pourra-t-elle régler quelque chose sur une route? Je voudrais souhaiter effectivement qu'elle soit une rencontre de vérité et que à la sortie, les gens puissent se regarder droit dans les yeux, se dire la vérité. On veut faire, a-t-on dit, le diagnostic de la cause des multiples accidents sur une route. Des drames qui sont récurrents maintenant. On n'a pas besoin d'aller dans une école pour le savoir. Le Bélier, Porto Novo, la piste cyclable, vos auditeurs, tous les matins crient. Regardez son état. Écoutez, du Carrefour Corsi à chez vous ici, Radio Cotonou, regardez l'état de la voie pavée. Écoutez, nous avons un problème de qualité de route. Qualité, cela s'entend dimensionnement, cela s'entend le rangement, l'organisation même de la route, de la circulation, de la mobilité. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas de piste cyclable. Prenez Saint-Michel, Notre-Dame au Carrefour Saint-Michel ou même, je ne sais, vous avez vu quelque chose tracé où les motos doivent passer? On vous dit dans le code de rouler à droite. Les motos, les émigrants sont partout en désordre sur la route. Non, l'État doit prendre ses responsabilités et organiser la mobilité sur nos routes avant que de chercher à trouver d'autres causes ailleurs. Les vieilleries qui viennent au port, qu'on nous revend, qu'on peint, qu'on nous revend. C'est l'État qui accepte que ces vieilleries-là viennent. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, un véhicule de plus de 5 ans d'année ne vient plus dans le pays. Mais aujourd'hui, le véhicule peut avoir 10 ans, 20 ans. Les gens vont même à ce qu'ils appellent le dépôt, acheter des épaves qui viennent rouler. Mais écoutez, c'est l'État qui encaisse de l'argent et qui autorise ces choses-là de se produire. C'est un cordon douanier qu'il faut regarder. Il faut prendre des mesures responsables. Une rencontre du genre ne pourra rien régler. C'est du folklore. C'est du folklore. Arimé Choubali, votre avis sur la rencontre pour régler le problème des accidents sur nos routes? Non, rencontre entre le ministre conseiller Jacques Kayadji et les acteurs du secteur. Non, si quand on organise ces genre de rencontres, ça devait être juste pour régler les problèmes administratifs. Il y a une autorisation, il faut comment faire les formalités ou des trucs comme ça. Mais pour améliorer les routes, les techniciens n'ont pas besoin d'inviter les usagers. Ce sont eux les techniciens.
Et oui, Ditzel l'a rappelé tout à l'heure, pour ce qui concerne... On sait très bien qu'à Cotonou, il y a plus de motocyclistes que d'automobilistes. Mais sur les routes, on ne les prévoit même pas. Les routes, on continue d'avoir les mêmes structures qu'auparavant. Et il y a cette histoire du trafic local. On confond la piste cyclable au trafic local. Le trafic local, c'est pour permettre aux usagers qui sont au bord de la voie de rentrer chez eux. Mais on transforme ça en piste cyclable. C'est-à-dire que quand la circulation est intense, vous ne pouvez pas ouvrir votre portail et faire entrer votre véhicule ou faire sortir. Vous êtes bloqué. C'est-à-dire que vous causez encore des cas de désagrément. On n'a pas beaucoup parlé d'éclairage à Cotonou. On dirait que ça n'existe même plus, l'éclairage. Si ce n'est pas que les riverains qui essaient d'avoir des lumières sur leur portable pour essayer d'éclairer tout un peu les abords des voies, il n'y a pratiquement plus d'éclairage, sauf les nouvelles routes qui viennent avec les lampadaires solaires ou des trucs de ce genre-là qui s'allument pendant quelques mois et qui après disparaissent. On circule, vous pouvez quitter on appelle Kourounou jusqu'à Kassato. Dans le noir total. Des fois en circulant, vous ne retrouvez même plus le bord de la voie. Vous savez si vous êtes au milieu, à gauche, à droite. Vos propositions, vous, pour changer les choses, en un seul mot. Écoutez, pour allumer les éclairages, les gens ont besoin encore de propositions. Non, pour changer la donne. Non, je ne parle pas d'éclairage. Écoutez, les gens comme ils sont les techniciens de la voie. Ils ne savent pas que les structures, ils ne connaissent pas les structures d'une voie. Je vous demande. Ils savent pas vous ne répondez pas à ma question. Non, vous n'avez pas à me demander. Pour aujourd'hui. Pourquoi tu vas Distel Amoussou partout? Arrêtez de parler plutôt. Vous n'allez pas me demander à moi, un profane, d'aller donner des conseils à un Ayadji qui est un ingénieur, un grand monsieur de la route et consort, mais qui participe à tout, à faire la conception même de la circulation. Si vous devez dire en un seul mot... moi je constate que la piste cyclable est confondue au trafic local. Je suis pas technicien. Il n'y a pas d'éclairage. Je ne suis pas technicien, mais je trouve que ça cause des désagréments. Oui. Parce que quand la circulation est intense et que vous voulez rentrer chez vous, ou vous voulez sortir de chez vous, c'est toute une histoire. Vous avez également parlé d'éclairage. Oui. Et ça, les poteaux sont là. Ils n'ont pas besoin de moi pour les allumer. Maintenant, pour réduire les accidents sur nos routes, un seul mot. Qu'est-ce que vous proposez? Non, je crois que... c'est pas possible. Non, je crois qu'à Cotonou, c'est pas parce que... Oui, je sais que nous sommes dans l'ère du temps, et puis le ministre a fait un accident, et donc ça devient un phénomène. Sinon, les gens font des accidents tous les jours, ils meurent, on n'en fait pas un problème. Si on quitte ces cas d'émotion, tout ça, on doit quand même remarquer que dans Cotonou, nous avons de moins en moins de ces cas spectaculaires de choses, parce que justement il y a eu des efforts où on a, comment on appelle, réglementé la circulation des gros porteurs dans la ville. Oui, c'est vrai, on a inventé, et puis il y a les casques aujourd'hui qui sont obligatoires. Il y a eu des mesures. Des efforts quand même. Tout à fait, qui permettent, mais pour le reste, il reste encore à faire. Que les techniciens se corrigent, corrigent les problèmes. Distel Amoussou, vous, en un seul mot, ce qu'il faut faire pour réduire les accidents sur nos routes? Chacun dans son couloir. Chacun dans son couloir. Chacun dans son couloir. Et que les règles du code de la route soient respectées. Et que l'État offre aux Béninois des routes de bonne facture et de standards aux normes réglementaires. Mais les participants qui étaient à cette réunion ont salué la qualité des ouvrages. C'est des nommés, c'est des obligés. C'est des obligés. C'est des nommés. Donc vous voulez qu'ils aillent dire quoi devant micro et caméra? Peut-être que s'il s'agissait d'un huis clos où ils vont se dire les vérités, les choses cachées, ils vont se les dire. C'est des techniciens, c'est des experts, ils maîtrisent leur matière. Mais ils sont dénommés devant caméra, micro, ils ne peuvent qu'applaudir. Je voudrais qu'on note, n'est-ce pas, la politique de la gestion de la mobilité des citoyens béninois. Et qu'on parle sérieusement. Merci, ce sera votre mot de la fin. Distel Amoussou, merci à vous, merci à Rimé Choubadé, merci d'être passé chez nous sur Actu Débat ce jeudi. À la réalisation, Patrice Bédia, prise de vue, Job Chikber. Merci également à toute cette équipe qui m'a accompagné. Merci à vous, chers amis auditeurs, qui étaient à l'autre bout de cette communication. Merci, pourquoi pas à moi-même, Brice Bill Laïtchéji. J'ai conduit cette émission. Bonsoir.